Eh bien, nous y sommes au dernier café politique de cette campagne électorale fédérale. Donc, ce sera un café politique avec un petit arôme de bilan de campagne avec les collègues que je joins à l'instant, c'est-à-dire le journaliste de CBC à Fredericton, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour, bon vendredi. Merci beaucoup. Et François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, que nous joignons en caraquette, comme d'habitude. Bonjour, François. Bonjour Martine, on y est presque, hein, la fin de la Oui. campagne électorale. 3 jours pour les chefs, vendredi, samedi, dimanche, pour nous convaincre. Puis après, ben, c'est à nous de jouer lundi. Hein. Absolument. Puis le soleil va sortir juste à temps pour nous faire une belle journée d'élection générale. Alors, on va faire le bilan en 2 temps, chers amis. On a convenu que c'est quand même assez intéressant de voir comment ça s'est passé sur la scène fédérale d'abord. Alors, on va brasser notre première tasse et voir comment est-ce qu'on a pu voir, Jacques et François. Et je commencerai avec vous, Jacques, du réalignement parfois en termes de messages selon ce qui se passe au sud de la frontière, selon ce qu'on observe aussi de ce côté-ci de la frontière, du réalignement ou pas de réalignement et les conséquences que ça a eu pour chacun. Bref, quel bilan vous faites à l'échelle du pays, vous, Jacques? Ben c'est ça, c'est que la campagne même était marquée par une stabilité assez stable. Donald Trump a déstabilisé la dynamique politique avant le déclenchement, avec tous ses tarifs et ses paroles. Mais après le déclenchement, on a l'impression que pas beaucoup a changé, que des décisions ont été prises par l'électorat et qu'on n'a pas vu beaucoup de changements pendant les 32 jours. Ça me frappe aussi que les conservateurs, dans les sondages, si on accepte que les sondages ont raison, font beaucoup mieux qu'en 2021. Où ils ont récolté, si je ne me trompe pas, à peu près 33-34 de la vote. Bien, ils font mieux que ça maintenant, mais le problème pour les conservateurs, c'est que, encore selon les sondages, s'ils ont raison, l'appui du NPD et le Bloc, beaucoup est allé vers les libéraux pour, on pense, pour appuyer la position canadienne envers les Américains. Pierre Poilievre n'a jamais vraiment ciblé Donald Trump de la même façon que Mark Carney a fait. Ça a l'air qu'il n'était pas aligné avec le sentiment de l'électorat de la même façon. Et maintenant, on voit que Pierre Poilievre fait de la campagne dans des circonscriptions conservateurs qui devraient être très, très sécuritaires pour son parti, à Saskatoon, à Calgary. C'est vraiment intéressant. Pendant que Mark Carney est dans des circonscriptions bloquistes au Québec où il joue à l'offense et Pierre Poilievre semble jouer à la défense. Alors, beaucoup peut changer pendant la fin de semaine, mais la stabilité de l'appui des 2 partis principaux est ce que me frappe. Oui, et peut-être que c'est là où on se dit c'est peut-être joué, mais effectivement, dans certaines circonscriptions, puis on va parler des circonscriptions chez nous dans un moment, il peut y avoir du mouvement au cours des prochains jours et les chefs le sentent bien. Alors, François, d'un côté, on a un parti qui veut conserver des acquis et de l'autre, on veut tenter de percer. Alors, c'est une drôle de dynamique. C'est si bien que je ne sais pas trop, Martine, comment qualifier cette campagne-là. Ennuyante parce que les intentions de vote ont pratiquement pas bougé de toute la campagne, ou extraordinaire parce qu'elle était marquée par cet unique enjeu qui a pour nom Donald Trump et qui faisait, et qu'à chaque fois qu'il larguait une bombe sur la campagne, tout changeait. Je vais y aller avec 2 adjectifs. Là. Un scénario miraculeux pour les libéraux là, qui se dirigeaient vers l'une des plus importantes défaites électorales de leur histoire avec Justin Trudeau et qui, selon toute vraisemblance, vont l'emporter lundi. Il reste à voir si ce sera majoritaire ou minoritaire. Et l'autre objectif, c'est catastrophique. Catastrophique pour le NPD qui risque de se retrouver avec une poignée de députés. Catastrophique pour le Parti conservateur. Peu importe s'il réussit une remontée ou non lundi. Là, il aura quand même réussi à gaspiller une avance extraordinaire dans les intentions de vote pour se retrouver une avance qu'on croyait insurmontable. Je fais partie de ceux qui disaient, même à l'arrivée de Mark Carney, que non, les libéraux sont trop loin, ils ne peuvent pas remonter ça. Et pourtant, on est dans cette situation-là aujourd'hui. C'est tout à fait stupéfiant, je vous dirais. Alors, on l'a vu dans les derniers jours, Pierre Poilievre beaucoup misé sur sa base. Il n'essaye plus beaucoup de séduire les autres
autres électeurs plus centristes. Hein. Promesse de définancer les universités. On vient d'entendre au bulletin sa promesse hier là, concernant les quotas pour construire des automobiles et vendre des automobiles électriques. On n'est pas loin du Trumpisme là, ici. Là, on vise vraiment la base conservatrice dure. Et il est quand même venu en Nouvelle-Écosse pour essayer de réaliser des gains, là, dans Nova Centre, entre autres, l'ancienne circonscription de Peter MacKay, qui est venu faire campagne avec lui, avec son père aussi, Elmer MacKay, un autre ancien ministre, Halifax, où les libéraux et le NPD essayent de diviser le vote. Mark Carney est venu au Nouveau-Brunswick, lui, finalement, hein, cette semaine. Oui. Une visite qui n'avait rien de mémorable, là, On un ne rallye l'attendait à plus. Fredericton. Ça a commencé à devenir gênant là, comme absence, là, honnêtement. Là. Il fallait qu'il vienne faire acte de présence. Il l'a fait. Un rallye qui a attiré beaucoup de monde, mais au cours duquel il n'a pas dit grand-chose de spectaculaire. Juste ses meilleures lignes, de ses meilleurs moments de la campagne. Là. Son bilan, qu'est-ce qu'il a accompli, Donald Trump, tout ça. Et pas de visite de Jack Binsing, hein, sauf erreur. Le chef du NPD semble avoir tiré un trait sur le Nouveau-Brunswick, définitivement. Hein. Moi, l'adjectif que j'ai le plus souvent utilisé durant cette campagne, c'est inédit. Inédit. Oui. Une campagne inédite. OK. On va aller au prochain segment de ce café politique. Vous vous êtes partagé, Jacques et François, des circonscriptions que vous retenez comme peut-être des pivots, peut-être des endroits où il pourrait y avoir des surprises dans la province. Je vais commencer avec vous, Jacques. De quelle circonscription vous avez le goût de nous parler, vers lesquelles vous allez diriger votre attention le lundi soir lors du dépouillement des votes? C'est vraiment intéressant qu'après tout ça, c'est possible. C'est vraiment possible. Le scénario le plus probable, qu'il n'y aura aucun changement dans les 10 circonscriptions au Nouveau-Brunswick. Mais on ne sait jamais. Je surveille Fredericton-Oromocto, où les libéraux ont gagné d'une façon très, très serrée la dernière fois, 37 à 36 Maintenant, les sondages, comme j'avais dit, indiquent dans l'Atlantique que les libéraux font beaucoup mieux que la dernière fois, mais que les conservateurs aussi font beaucoup mieux. Alors, qui sait qu'est-ce qui va arriver? Brian McDonald, le candidat conservateur, c'est un ancien député provincial, ancien militaire, vraiment qualifié pour être un député. Contre David Miles, un chanteur, musicien libéral, ami de Susan Holt, choisi par le parti sans un congrès d'investiture. Vraiment intéressant. Mais pour moi, la circonscription la plus intéressante, c'est Saint-Jean-Kennebecasis, parce que ça inclut la ville de Saint-Jean qui, comme nous savons, est la ville ou la communauté canadienne le plus vulnérable aux tarifs américains à cause des les exports. Mais c'est aussi le candidat libéral, député sortant, Wayne Long, qui était le premier député libéral à demander que Justin Trudeau démissionne en juin 2024, avant la vague. Alors, pour lui, un nouveau mandat serait très, très symbolique. Et pour le Parti libéral, ça serait très symbolique. Et je serai à Saint-Jean lundi soir pour suivre les résultats. C'est vrai que ce sera vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous allez surveiller davantage, vous, François? D'abord, je ne surveillerai pas ces régions-là davantage, mais un petit mot sur les régions acadiennes. Je devine que la plupart de nos auditeurs résident dans des régions à forte proportion francophone. La victoire, je pense, dans toutes ces régions-là semble être assurée là, pour les libéraux. Je réside à Caraquet, dans Acadie Batters. Il n'y a que des pancartes du député libéral sortant, là, Serge Cormier. Je suis même pas sûr si les autres candidats font vraiment campagne activement. Et c'est un peu la même chose à différents degrés. Là, bien sûr, il y a des nuances dans Madawaska-Restigouche, dans Beauséjour, dans Moncton-Dieppe. Là. À certains endroits, les candidats des autres partis font campagne, ont des pancartes. Dans d'autres, pas vraiment. Mais dans tous les cas, les candidats libéraux se dirigent tous vers des victoires là, décisives. Il n'y aura normalement pas de surprise ce soir-là. Le soir d'élection, par contre, en plus de Saint-Jean-Kennebecasis et Fredericton-Oromocto, que je vais surveiller moi aussi, là, bien sûr, on va regarder beaucoup Miramichi-Grand Lake. C'est une lutte qui s'annonce très serrée. Les deux candidats sont deux anciens députés provinciaux, Lisa Harris pour le Parti libéral, Mike Dawson pour le Parti conservateur. Ils mènent une lutte acharnée. La circonscription a été tapissée d'affiches électorales.
Daniel Alain, ancien ministre progressiste conservateur, possible futur chef du parti, mais pour l'instant simple citoyen, hein, est venu donner un coup de main à M. Dawson. Il y a des photos de lui qu'il a publiées sur Facebook avec M. Dawson à Baie-Saint-Anne, mais son adversaire libéral aussi a reçu un coup de main. Elle a reçu la visite du ministre, Dominique Leblanc, elle aussi à Baie-Saint-Anne. Je ne sais pas si Baie-Saint-Anne est un lieu majeur de toute cette campagne. M. Leblanc, qui n'a pas seulement fait campagne, d'ailleurs, avec Mme Harris, il a fait campagne avec d'autres candidats de son parti, au Nouveau-Brunswick et même au Québec. On l'a vu faire campagne avec Diane Boutillier, Nathalie Provost. Alors, on va voir s'il a un impact majeur sur cette campagne. Mais Miramichi-Grand Lake, c'est spécial. C'est tellement grand comme circonscription. Il y a Miramichi, mais il y a tout le territoire ce qui fait le cœur du Nouveau-Brunswick. Je suis curieux de voir le rural, le urbain. Ça va faire un résultat très intéressant à suivre. Eh oui, certain. J'ai déjà hâte au Café politique la semaine prochaine quand on va décortiquer tout ça. Et là, on va passer à notre troisième café. On va revenir à la politique provinciale. Bon, une autre occasion photo, conférence de presse entre la première ministre du Nouveau-Brunswick et un autre dirigeant d'une autre province. Après Doug Ford de l'Ontario, c'est au tour d'Andrew Furey de Terre-Neuve de prendre la pause pour dire « Nous sommes d'accord pour faire transiger les biens plus facilement, pour recevoir la main-d'œuvre des provinces plus facilement. » Je vais commencer avec vous, Jacques, là-dessus. Je recevais un porte-parole de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui dit « Je ne sais pas si on a vraiment quelque chose à annoncer dans ce type de présentation-là, avec pas de date, de détails. » Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut souligner qu'un protocole d'entente n'est pas la même chose qu'une entente. Les provinces ne sont pas obligées à faire quoi que ça soit. C'est plus comme une intention de discuter, faire des choses dans l'avenir. Et on est très, très loin de la libre-échange entre les provinces. On parle souvent de reconnaître la formation des travailleurs des autres provinces, de l'alcool, de l'approvisionnement gouvernemental. Mais quand ça vient à le secteur privé et les ressources naturelles, on ne va pas vers le libre-échange du tout entre les provinces. Prenons comme, par exemple, la foresterie où, à Nouveau-Brunswick, les compagnies licenciées sur la terre de la Couronne sont obligées de vendre leur bois à des moulins au Nouveau-Brunswick. Transformation des pêches, des produits, des fruits de mer, c'est un peu la même chose. C'est protectionniste. Il y a des bonnes raisons économiques et politiques pour garder ces protections en place, mais ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment parler d'éliminer les barrières. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, l'a dit hier. Ça serait une catastrophe économique pour les régions rurales de Terre-Neuve si on éliminait ces exigences pour la transformation des fruits de mer, et ça ne va jamais arriver. Alors peut-être les paroles peuvent évoluer pour mieux s'aligner avec la réalité. Est-ce qu'on assiste, François Gravel, à un genre d'exercice de relations publiques pour démontrer un leadership sur une crise qui inquiète beaucoup? C'est sûr que le message est important ici, le message d'ouverture, le message que les provinces se parlent. Je ne suis pas économiste, mais moi aussi, je suis sceptique à savoir l'importance de ces ententes ou de ces protocoles d'entente-là qui sont signés. Les entreprises qui font déjà affaire dans d'autres provinces le font déjà, justement, n'ont pas attendu. Et celles qui ne le peuvent pas, il n'y a rien qui change là, aujourd'hui. Là. Je trouve ça quand même incroyable, là, honnêtement, malgré toutes les nuances, malgré ce que vient de nous expliquer Jacques, que le marché des maritimes, en particulier, jusqu'à un certain point, celui de l'Atlantique, avec Terre-Neuve, n'est pas complètement ouvert. Ce sont des petites provinces que tout le monde veut protéger, bien sûr, ces entreprises, mais des provinces de taille semblable et d'économie semblable. Hein. La Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, ce n'est pas l'Ontario, ce n'est pas le Québec. Malgré tout ça, moi, je crois pas que du jour au lendemain, là, les entreprises néo-brunswickoises vont partir à l'assaut du marché terneuvien, et ni le contraire. Mais je vois quand même du positif là-dedans, là, honnêtement. Là. On se parle, il y a une volonté de changer les choses, de les améliorer. Mais le gros morceau, honnêtement, ça restera toujours, du point de vue du Nouveau-Brunswick, le Québec, la province voisine. On est voisin d'un marché de 9 millions d'habitants et c'est très difficile pour nos entreprises de percer là-bas en raison des réglementations qui sont
très différentes au Québec et dans le Oui. reste du Canada. Et à l'inverse, nous aussi, on se protège parce qu'on veut éviter que nos petites entreprises, nos PME soient englouties par des grosses entreprises québécoises. C'est une inquiétude, une préoccupation, mais en même temps, une entente avec Terre-Neuve, un protocole d'entente, dans ce cas-ci, je veux bien, avec l'Ontario aussi, mais le changement majeur, s'il survient un jour, et je ne sais pas si on va s'y rendre, il va survenir quand une entente va être conclue de libre-échange avec le Québec. Merci beaucoup, François. Alors, l'heure est venue de vous entendre sur vos cafés. À qui décernez-vous vos cafés? De quel type de café s'agit-il? Tiens, je vais commencer dans la capitale avec vous, Jacques Poitras. J'ai un café très, très fort et noir pour Kelly Lamrock, le chien de garde, qui a fait son travail encore cette semaine, comme on a entendu dans le bulletin, qui remarque, fait un rapport sur les coupures dans le budget pour le bien-être à l'enfance. Les libéraux, pendant qu'ils étaient en opposition, penchaient beaucoup sur les rapports de Kelly Lamrock, sur la politique 713 et des autres sujets. Et maintenant, on voit que son habitude d'être très sévère et bipartisan ou non partisan. Et aussi des cafés sucrés pour tous les bénévoles des partis politiques, tous les militants qui travailleront fort lundi, en particulier maintenant quand nos systèmes démocratiques sont très stressés. On voit beaucoup de monde qui ne s'intéresse plus dans la politique, qui c'est plus facile juste pour partager leurs opinions sur les médias sociaux. Alors, ces gens-là qui vont sortir lundi pour faire des appels, conduire des électeurs aux urnes, essayer de convaincre leurs voisins, c'est vraiment l'huile qui fait aller la machine politique et démocratique. C'est vrai, Jacques. Vos cafés cette semaine, François Gravel. Bien, dans la même veine que Jacques, un peu, moi, je vais offrir le café aux employés d'Élections Canada, là, ces personnes qui vont être en poste le jour du scrutin, qui étaient pour plusieurs aussi en poste lors du vote par anticipation, et qui vont nous permettre de voter. Là, quand on parle de l'huile qui fait fonctionner la machine, là, elle est là aussi. Là. Moi, j'ai voté par anticipation lundi, en moins de 10 minutes. Là, j'ai été accueilli, mon identité a été vérifiée, et j'ai voté. Là. On est chanceux au Canada que ce soit aussi simple que ça, que d'exercer notre devoir de citoyen. Et c'est beaucoup grâce à ces personnes-là qui savent ce qu'ils font. Là, vraiment, on arrive, puis ça roule très rapidement. Ils vont passer une longue journée, lundi, du matin au soir, et pourtant, tous nous accueillir avec le sourire, à répéter des centaines et des centaines de fois les mêmes instructions, une personne à la fois, tout le temps. Puis ensuite, à compter les bulletins rapidement pour qu'on ait les résultats le soir même. Alors, ça va rouler, ça va bien rouler. Et on est dans un pays où il n'y a même pas d'inquiétude ou de préoccupation par rapport à ça. Alors, c'est une chance qu'on a, puis et allez voter lundi. Avec un café à la main, peut-être, si vous en avez besoin. Merci beaucoup, François Gravel. On lit vos éditoriaux, bien sûr, dans l'Acadie Nouvelle et on continuera de suivre vos reportages à CBC, Jacques Poitras. Donc, à la semaine prochaine avec des résultats à cette élection pour notre café de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Bon week-end.